Nous abordons ici la première structure algébrique qui est la structure algébrique de base qui va permettre de construire les suivantes. Alors cette structure, c'est la structure de groupe. Alors, un groupe, c'est quoi? C'est tout simplement on prend un ensemble G, on le munit d'une loi interne qu'on appellera étoile dans tout ce chapitre-là, et on va dire que c'est un groupe eh bien, quand la loi interne possède un certain nombre de propriétés. Il faut qu'elle soit associative, il faut qu'elle possède un élément neutre, et il faut que tout élément possède un symétrique. Voilà les trois propriétés fondamentales de la loi interne pour avoir la structure de groupe. En plus, cette loi étoile, elle peut être commutative. À ce moment-là, on dira que le groupe est commutatif ou en groupe abélien, c'est un ancien terme qu'on utilise de moins en moins, mais qui existe toutefois. Alors, quelques exemples qu'il faut connaître, puisque c'est ceux que vous allez utiliser tout le temps. Alors, on les voit ici, c'est des ensembles que vous connaissez depuis fort longtemps. Donc, R muni de la loi plus, Q muni de la loi plus, Z muni de la loi plus, ça ce sont des groupes commutatifs. On a également l'ensemble des nombres complexes munis de la loi plus et l'ensemble des décimaux relatifs munis de la loi plus, qui sont également des groupes. Alors attention, il y a certains ensembles qui ne marchent pas. Si je prends n par exemple, muni de la loi plus, ce n'est pas un groupe, tout simplement pourquoi? Eh bien parce que la propriété que tout élément possède un symétrique n'est pas respectée ici, car les éléments non nuls, ne possèdent pas de symétrique. Non nuls ne possèdent pas de symétrique. Ici, donc c'est clair que ce n'est pas un groupe. Si je prends R muni de la loi multipliée, maintenant, alors on a fait avec la loi plus, si je prends R avec la loi multipliée, c'est pareil, ce n'est pas un groupe, tout simplement car 0 n'a pas de symétrique. C'est un petit peu la même chose, c'est souvent cette propriété qui est mise en défaut et qui permet de dire que c'est ou que ce n'est pas. Si je prends donc C et muni de la loi plus, c'est bon. Si je prends maintenant, alors vous voyez que R ça ne marche pas parce qu'on a un problème avec 0. Par contre, si vous prenez R étoile, ou C étoile, ou Q étoile, alors on va avoir la structure de groupe qui sera respectée parce que là, j'ai bien tous les éléments qui possèdent un symétrique, l'élément neutre en fait partie, etc. etc. Donc ça fonctionne. Attention, ça ne va pas fonctionner avec l'ensemble des décimaux relatifs. Prenons par exemple 3 ne possède pas de symétrique dans D, puisque c'est toujours pareil, hein, si on prend un tiers, ici, un tiers n'appartient pas à l'ensemble des décimaux relatifs, ça appartient aux ensembles des rationnels, mais pas aux décimaux relatifs. Les décimales après le 0, il y en a une infinité, donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Maintenant, quelques petites propriétés qui sont relativement simples, c'est que si je prends dans un groupe, n'importe quel élément va être régulier. Régulier, on dit aussi simplifiable, hein, je vous rappelle. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais faire la démonstration de ça. Je prends donc un élément de mon groupe ici, et je prends deux éléments quelconques du groupe, et si je les compose à gauche, eh bien, je vais montrer que y va être égal à z. Donc, ici, je vais pouvoir dire que je vais pouvoir faire x-1 étoile x étoile y qui va être égal à x-1 étoile x étoile z, c'est-à-dire que ici on compose à gauche par x-1. Et bien entendu, maintenant comme la loi est associative, je vais pouvoir donc déplacer les parenthèses, et ça va nous faire ça, cette chose-là, x-1 étoile x étoile z, bien évidemment. Ici, x-1 étoile x, ça va nous faire, bien sûr, l'élément neutre, donc ce qui nous fait donc y qui est égal à z ici, tout ça parce que on a le symétrique qui est tout élément possède un symétrique, et parce qu'il y a un élément neutre, je pourrais mettre ici est équivalent à E étoile Y, pardon, est égal à E étoile Z pour avoir la chose complète grâce à ces propriétés-là. Quand vous travaillez avec un groupe, alors le groupe il peut avoir une infinité d'éléments comme on a vu quand on travaille dans R, dans Z, etc. Mais on peut avoir un groupe fini qui possède un nombre fini d'éléments, et à ce moment-là on ira l'ordre du groupe, ça va être le cardinal de G, c'est-à-dire le nombre d'éléments de G. Alors un exemple de groupe fini qui est très important et que vous rencontrerez très souvent, c'est celui-là. Je vous rappelle, on a dans l'ensemble des antirelatifs, on prend la relation de congruence modulo n, n non nul bien sûr,
Et je dis donc que A est congru à B modulo n, ça veut dire que B moins A est un multiple de n, on l'avait déjà étudié quand on avait fait les relations d'équivalence, et on avait montré, enfin les relations, et on avait montré que c'était une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence, on en avait autant qu'il y avait de restes dans la division euclidienne, c'est-à-dire qu'il y en avait n, donc possible, et si je prends l'ensemble des classes d'équivalence, alors il est noté comme ça, z sur nz, et on avait donc, ici pour les classes d'équivalence, j'avais donc 0, j'ai 1 point, 2 points, etc. Et jusqu'à la dernière classe d'équivalence qui va être donc n-1 point, puisque ce sont tous les restes de la division euclidienne par n que l'on peut rencontrer ici. Et bien si on munit cet ensemble de l'addition, alors je vais avoir un groupe fini d'ordre n, bien évidemment ici. Donc ça c'est important, vous le rencontrerez relativement souvent. Ensuite, on arrive à la notion de sous-groupe. En fait, la notion de groupe, c'est une notion où il va être des fois compliqué, enfin assez long à démontrer, et surtout, on travaillera surtout avec des sous-groupes de groupes connus, d'où les groupes à connaître que l'on a vu, les exemples à connaître, et vous en verrez bien entendu beaucoup d'autres. Et il faut connaître ces groupes-là de base pour travailler avec des sous-groupes où ça va être un petit peu plus facile. Donc, je prends G qui est un groupe, H qui est inclus dans G, et pour le sous-groupe, il faut que ici, on a donc X étoile Y appartient à H. Ça veut dire donc que H est stable pour étoile, pardon, stable pour étoile. Et cette propriété de stabilité qui est très importante, que l'élément neutre appartienne au sous-groupe et que tout élément possède un symétrique dans le sous-groupe, c'est-à-dire que le symétrique, on n'aille pas le chercher ailleurs. Si on veut le formuler autrement, c'est ça, hein, c'est H est stable pour étoile et H est un groupe pour la loi induite par la loi étoile, bien évidemment. Alors, quelques exemples ici de sous-groupes que l'on connaît. Donc, ces exemples de sous-groupes, ils sont là. Donc, on a R+, qui est un sous-groupe de C+, etc. Ça marche sans aucun problème pour tout cela. Si je prends par contre -1, 0, union 0, 1, donc c'est l'intervalle -1, 1 privé de 0, eh bien, ça ne va pas être un sous-groupe de R étoile multiplié, parce que tout simplement, les éléments ne possèdent pas de symétrique dans cet intervalle-là. Si je prends ici, un tiers appartient à l'intervalle -1, 0, union 0, 1, mais l'inverse, si je prends le symétrique, 1 sur un tiers, qui est égal à 3, n'appartient pas à l'intervalle -1, 0, union 0, 1. Donc voilà, j'ai trouvé un élément dont le symétrique n'est pas dans l'ensemble, et donc tous les éléments ne possèdent pas leur symétrique dans cet ensemble-là. Donc ça ne marche pas, il faut bien faire attention aux ensembles que vous prenez. Si je prends cet ensemble-là, nz, que vous allez rencontrer aussi, c'est l'ensemble des multiples de n, en fait, hein, l'ensemble des multiples de n, et si vous le munissez de la loi plus, vous allez obtenir aussi un sous-groupe de z+. Une propriété ici que l'on va démontrer, c'est que ici, si je prends G un groupe, et je prends une famille de sous-groupes de G, si j'en prends l'intersection de tous ces sous-groupes, alors grand I c'est quoi? C'est un ensemble d'indices, hein, bien sûr, et que je le munis de la loi étoile, c'est-à-dire que la même loi de G, eh bien je vais obtenir un sous-groupe de G. Plus formulé, plus simplement, ici, si on prend l'intersection de deux sous-groupes ou de plusieurs sous-groupes, alors on reste avec un sous-groupe. Alors, on fait la démonstration ici. Je prends donc H, j'appelle ça l'intersection de tous mes sous-groupes, là je l'appelle grand H. Donc la première chose, il faut que je montre que c'est stable. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais dire donc ici, je prends deux éléments de H au carré, et je vais arriver à montrer que X étoile Y appartient à H. Donc je vais dire ici que pour tout I appartenant à I, c'est-à-dire pour tout indice, je vais pouvoir dire que X appartient à H indice I et Y appartient à H indice petit i ici. Donc ça veut dire quoi? Ça implique que X étoile Y appartient à H indice I ici, bien entendu toujours pour tout élément, pour tout indice I, ici tout simplement car HI est un sous-groupe.
Donc ici, c'est ça qui me permet de dire, donc si c'est un sous-groupe, on sait qu'il est stable par la loi étoile. Et donc, ça implique, étant donné que ça, c'est vrai pour tout i, ça implique donc que x étoile y, il est dans chacun des sous-groupes hi. Donc, il appartient bien évidemment à h. Et donc, on a bien h qui est stable pour cette loi étoile. La deuxième propriété, il faut qu'on montre que l'élément neutre appartient à H. Ben, c'est un petit peu la même chose ici. Je vais dire donc, quel que soit I appartenant à I, c'est-à-dire pour n'importe quel indice, je vais pouvoir dire que E appartient à H indice I. Pourquoi? Ben, tout simplement aussi car HI est un sous-groupe. Et donc, s'il est un sous-groupe, il contient obligatoirement l'élément neutre. Et ça implique, étant donné que c'est vrai pour tous les indices, alors ça implique que E appartient à H à l'intersection, bien entendu, de tous ces sous-groupes, puisqu'il appartient à tous. La dernière chose, c'est un petit peu pareil, on va prendre donc quel que soit x appartenant à h et on va montrer que x, le symétrique, appartient à h aussi. Donc je vais prendre aussi pour n'importe quel indice, je vais dire que x appartient à h indice i, puisqu'il appartient à l'intersection, donc il appartient à tous les hi, et ça implique donc que x-1 appartient à hi, toujours pareil, car hi est un sous-groupe. Donc si h est un sous-groupe, tout il contient tous ces éléments et leur symétrique, bien entendu, et ça implique donc, si c'est valable pour tous les indices, ça implique donc que x-1 appartient à h. Et j'ai donc vérifié les trois propriétés et j'ai bien donc montré cette propriété que l'intersection de tous les groupes, de deux groupes ou de plusieurs sous-groupes, est aussi un sous-groupe. Maintenant, ici, c'est un petit peu compliqué de montrer ces trois propriétés. On peut faire beaucoup plus simple et on a la propriété suivante qui est la caractérisation d'un sous-groupe. Ça, c'est très très important. Vous allez le faire extrêmement souvent. Et ça va simplifier les choses. Donc cette fois-ci, on va dire que H va être un sous-groupe de G. Et bien, si simplement on va vérifier que H est non vide, et ensuite on vérifiera que si on prend deux éléments de H, alors je vais avoir X et je vais le composer avec le symétrique du deuxième, et je vais dire que ça appartient à H. Ou x-1 étoile y, bien sûr, appartient à h, suivant le cas, et ça va nous donner exactement la même chose. Alors, une remarque ici, quand on va utiliser cette caractérisation, ça va être important, c'est que pour montrer qu'il est non vide, on va privilégier l'élément neutre en fait, parce que si on n'arrive pas à montrer que l'élément neutre appartient à h, alors tout simplement, on n'aura pas besoin de faire la deuxième partie de la propriété, parce que l'élément neutre n'appartenant pas à H, ça ne peut pas être un groupe, donc pas un sous-groupe non plus. Alors, on va faire la démonstration de cette propriété qui est relativement courte, mais qui est importante. Donc, l'implication, c'est-à-dire pour montrer que si on a un sous-groupe, alors on a cette propriété, elle est évidente avec les propriétés du sous-groupe. Maintenant, on le fait en remontant, c'est-à-dire si on a cette propriété-là, alors on a un sous-groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on montre que H est stable, il faut qu'on montre que l'élément neutre appartient et que tout élément possède un symétrique. On va commencer ici, eh bien pas par la stabilité, on va commencer par l'élément neutre. Donc si je prends quel que soit x appartenant à h, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire donc que x étoile x-1 appartient à h, puisque d'après la caractérisation, si je suppose bien entendu qu'il est non vide. Hein. Donc je vais avoir cette chose-là parce que j'utilise la propriété avec x et x en fait. Et donc ça implique donc que E appartient à H. Donc on sait que l'élément neutre appartient. On va faire exactement la même chose ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre x et je vais le composer ici E étoile x-1. D'accord? Puisqu'on vient de montrer que E appartient à H, X appartient à H, donc qu'est-ce que je fais? Je prends la caractérisation, je prends donc E à la place de X et X à la place de Y, ça me fait donc E étoile X-1 qui appartient à H, et ce qui implique donc que X-1 appartient à H, donc on a ces deux propriétés qui sont valables, l'élément neutre dans un premier temps, et ensuite que tout élément possède un symétrique.
Et enfin, si je dis quel que soit x, y appartenant à h, je veux montrer que x étoile y appartient à h, je vais dire donc que quoi? Je vais dire ça implique, je peux dire que y-1 appartient à h aussi, d'après ce que je viens de montrer au-dessus. Et donc, je vais dire qu'on a x étoile, je vais prendre donc y-1 et moins 1. Donc j'ai x qui appartient à h, y-1 qui appartient à h. Donc si je fais ça, ça appartient à h d'après la caractérisation, ce qui est équivalent à dire que x étoile y appartient à h, et j'ai donc la stabilité de mon ensemble h. Donc voilà la caractérisation d'un sous-groupe qui est extrêmement utile. On commence par montrer qu'il est non vide, en général ça n'arrive jamais, mais on ne sait jamais hein, s'il y a un petit piège dans l'énoncé, et on utilise cette propriété pour montrer le fait qu'on a un sous-groupe.